C'est parti pour un nouveau numéro 2 Zoom consacré cette semaine à la 25e journée. La Première Ligue qui a peut-être pris un tournant décisif, en tout cas dans la course au titre. On en parle dans quelques instants avec Frédéric Wassège, Jean-François Remy et Christian Schakels. Bonjour, tout va bien? Bien, Bonjour, merci. ça va bien, merci. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Zoom et on va commencer, Christian, avec le bilan général. On va respecter la tradition et on voit que l'équilibre et surtout les victoires en déplacement sont toujours maintenus. Rien n'a changé par rapport à la dernière fois, sauf Salah qui a marqué un but supplémentaire. Attention au niveau des assists, Jack Grealish est à 10, donc il rejoint Kevin De Bruyne. Donc voilà. Donc pour le reste, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, sauf que, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées le week-end dernier. Et messieurs, peut-on dire que Liverpool a perdu la course au titre en 7 minutes? 7 minutes dont Leicester a profité pour marquer 3 buts et pour battre les champions en titre. La course au titre est-elle terminée? Là, on en est sûr maintenant pour Liverpool. Oui, 16 points, ça me paraît un peu énorme. Voilà, c'est terminé, c'est au revoir et merci. Ça faisait longtemps qu'on l'avait compris parce enfin, moi personnellement, je trouve qu'au niveau du jeu, ça reste très, 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 très valable. Et autant on n'y arrive pas au niveau des résultats. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on le savait, mais quand tu regardes vraiment cruellement les chiffres, ils sont à 16 points de Manchester City. On oublie, quoi. Il faut arrêter. Ouais, c'est assez intéressant ce que dit Fred, dans le sens, le fond de jeu est intéressant et pour avoir fait cette rencontre, je trouve même que pendant 1h15, Liverpool était très largement au-dessus par rapport à la densité dans le jeu, dans ce qu'ils ont proposé, etc. Le fait qu'ils éclatent comme ça en 7 minutes, ça a été, je pense, un choc pour les supporters de Liverpool, ça a été un choc certainement pour les joueurs et pour le staff. Mais c'est vrai que même quand on suivait la rencontre en télévision, c'était un peu compliqué de comprendre ce qui s'était passé en l'espace de si peu de temps. Tant ils donnaient le sentiment d'avoir quand même ce match en main, de ne pas avoir de difficultés. Maintenant, on peut vraiment pointer, et ça je pense que les erreurs individuelles claires qui sont venues s'ajouter évidemment au doute collectif une fois que c'était 1-1. Moi, j'ajouterais qu'une semaine plus tôt, il n'y avait pas 16 points d'écart en confrontation directe entre Liverpool et Manchester City, hein, parce que ils avaient fait jeu égal, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y avait Alisson qui avait pété une case. Comme souvent dans leur match, il y a quelqu'un qui ne va pas très très bien. Mais c'est vrai qu'en confrontation directe, il y avait très très loin de 16 points d'écart entre les deux équipes. Liverpool et Manchester City, on en parle dans quelques instants, puisque ces deux équipes font partie des deux matchs phares de ce week-end, un week-end de Première Ligue qui commencera vendredi soir, qui se terminera lundi soir. Mais on commence avec le premier match qui nous intéresse, c'est le grand derby de la Mersey qui va se disputer samedi à 18h30. Liverpool-Everton, et on commence bien sûr avec cette équipe de Liverpool, on vient d'en parler évidemment, qui a perdu le titre du côté de Leicester, mais si on voit le bilan actuel, on peut dire que c'est une équipe en crise, avec 3 défaites consécutives à domicile à Anfield, mais aussi 3 défaites sur les 3 derniers matchs de Première Ligue. Ils sont, si on prend les 10 dernières journées, ils sont 16e au classement avec 9 points. Everton en a pris 17 par exemple pendant cette période. Alors c'est une période très difficile pour Liverpool, mais aussi surtout, Christian, pour Jürgen Klopp, à tel point que ce week-end, il y a eu des rumeurs. On a su après que c'était évidemment infondé quant à un éventuel départ où il était prêt à faire un pas de côté. C'est pas le cas. Jürgen Klopp reste évidemment l'entraîneur, le manager de Liverpool avec un gros challenge, évidemment, relancer l'équipe. Mais il traverse une période compliquée et on peut faire un parallèle avec ce qu'il a vécu aussi à la fin de sa période à Borussia Dortmund, Christian. Je me suis intéressé à sa période à Dortmund et donc je vais vous présenter une infographie en 2 parties. Donc la première, c'était l'évolution quand il est arrivé, donc il a pris l'équipe en 2008-2009, ils étaient 7e. Il y a un parallèle à faire avec l'équipe quand il a la reprise avec Liverpool, il a terminé 8e la première année. Et puis il a fait progresser, donc il a probablement une méthode de travail qui est bien établie et il a quand même gardé pendant 4 saisons Dortmund entre la première et la deuxième place. Et puis après en 2014-2015, et ce malgré aussi une somme de joueurs très talentueux comme Aubameyang, comme Mkhitaryan, comme Reus, il a terminé 7e avec énormément de difficultés à changer la dynamique quand ça s'est un peu enrayé. Et donc, je vais passer directement à l'infographie suivante pour montrer en fait que
il a eu une période dans cette saison-là, entre 2014 et 2015. Voilà, ça c'est une suite de matchs où je crois qu'il y a 17 ou 18 matchs sur ce tableau. Eh bien, il n'y a que seulement 2 victoires, 2 fois 1-0 et énormément de matchs, énormément de défaites, énormément de difficultés à rechanger la dynamique. Et donc, la question à se poser, c'est qu'à un certain moment, est-ce que son système de progression, évidemment, a une limite et que après, c'est difficile d'y adhérer et il ne parvient pas à changer cette dynamique. Est-ce qu'il est dans cette même dynamique? Ça, c'est les prochains mois qui vont nous le montrer, mais c'est intéressant de voir le parallèle avec la dernière saison où il a terminé 7e avec Dortmund. Bon, on le voit, Jürgen Klopp a connu une véritable spirale négative avec Dortmund. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec Liverpool? Mais on a vu que Liverpool a gagné le match aller en Ligue des Champions 0-2 face à Leipzig. C'était pas à Leipzig, c'était bien sûr en Hongrie. Donc, est-ce qu'il y a des indices qui montrent qu'on est vraiment dans une spirale négative ou qu'il est capable d'inverser la tendance? Je pense qu'il ne faut pas trop se fier aux résultats contre Leipzig parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au moment où Manchester United allait très mal, ils ont gagné 5-0 en marquant 4 fois sur des reconversions rapides. Et ici, ils ont aussi profité 2 fois d'une erreur de Leipzig, une perte de balle, une mauvaise sortie et la deuxième, le mauvais dégagement du défenseur qui rate complètement son intervention. Je ne me fierai pas par rapport au modèle de Leipzig qui, parfois quand même, grâce à cette envie, comme on discutait avant l'émission, de produire un beau jeu, d'être à la merci parfois de buts gag, comme ils l'ont eu même en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, où ils ont aussi des sorties de balles. Donc, c'est pas tellement… Je pense qu'il ne faut pas le mettre en relation par rapport à ça, mais… Il y a un enseignement, c'est que Alisson a été déterminant dans le bon sens cette fois-ci, donc ça peut servir en championnat, une belle performance de leur gardien, parce que jusqu'à présent, c'est lui qui a coûté quand même… Le parallèle avec les résultats que j'ai vus de Dortmund, c'est que c'est vrai, il y a que 2 victoires à 0, mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y a aucune victoire aucune défaite. C'est chaque fois un but d'écart. Il y a une fois à Francfort. Donc, c'est bien la preuve qu'à un moment donné, la différence en football, c'est la fraîcheur et tout ça. Et qu'à un moment donné, avec Klopp, c'est inhérent je sais pas, l'aspect athlétique et humain d'un footballeur, ça explose, quoi, parce qu'il est tellement exigeant semaine après semaine, 3 jours après 3 jours, que ça explose. Liverpool se retrouve à la 6e place. C'est un match donc capital face à Everton, qui est 7e. Il n'y a que 3 points de différence entre les deux équipes. Everton aurait pu déjà être à hauteur de Liverpool, si ce n'était pas eux-mêmes plantés. Sur le match de Ligue des Champions, j'entends évidemment les arguments de l'un, de l'autre et ce que Christian dit. Bien sûr que dans le jeu, voilà, moi je mettrais quand même 2 éléments sur la Ligue des Champions. Le fait dans un programme si chargé de nouveau prendre l'avion, se déplacer, aller, etc., quelle trace ça peut laisser éventuellement. Et dans le cas, évidemment, c'est toujours plus douloureux quand il y a une défaite à la clé. Donc, je dirais que le fait d'avoir une victoire pour le coup, sur le plan mental, avant un derby où on a besoin de toute son énergie, parce que ça ne reste quand même un match différent des autres, quoi qu'on en dise, dans la ville de Liverpool, pour les supporters, etc. Donc, je pense que c'est mieux, au niveau de l'adjuvant, évidemment, de ne pas avoir en plus perdu du côté de Leipzig. J'entends les arguments sur la victoire et le fait d'avoir profité au maximum. Pour le coup, c'est vrai, des erreurs de Leipzig. Maintenant, si on revient spécifiquement sur le derby, le contexte du championnat va faire qu'ils sont dans une situation dans laquelle ils n'ont pas été depuis très longtemps. Ils vont à nouveau jouer dans l'esprit, en tout cas à domicile. Il y a eu 2-2 du match aller dans un match assez quand même engagé, etc. Donc, c'est peut-être même le début des ennuis avec notamment la blessure de Van Dijk de Liverpool cette saison. Ouais, tout à fait. Donc voilà, maintenant, je pense qu'avec Liverpool, ce qui est difficile, c'est pour ça que ma première réaction, c'était de dire qu'ils sont sur la tranche, en fait. J'ai le sentiment que pour eux, c'est un moment un peu de championnat, un peu important. Alors, chaque étape a été importante, mais là, c'est vraiment très important pour eux. Soit mettre fin à cette série-là et justement ne pas continuer à gamberger et alors se positionner, alors comme je pense que l'objectif c'est le top 4, ça paraît beaucoup plus raisonnable, continuer le parcours en Ligue des Champions, retrouver de la confiance, de l'harmonie et de l'efficacité au niveau des résultats. Mais je voulais simplement dire que la Ligue des Champions, comme Christian dit, la victoire n'est pas sur le plan du jeu, on peut pas la prendre en exemple, mais quand même sur le plan mental, c'est plus qu'important. En tout cas, c'est peut-être le match idéal, le derby de la Mersey face à Everton, parce qu'on sait qu'Everton est souvent en difficulté depuis quand même de nombreuses années lorsque les Toffees doivent se déplacer du côté
d'Anfield. Christian, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe d'Everton, si ce n'est qu'elle est quand même très imprévisible. Si on regarde les quelques derniers matchs, il y avait eu un 3-3 assez extraordinaire à Manchester United, où ils égalisent dans le temps additionnel. Puis ils battent Tottenham 5-4 dans un match de Cup incroyable. Et puis il y a cette déception, cette défaite face à Fulham. Et puis mercredi soir, ils ont évidemment été battus par Manchester City, qui est la meilleure équipe du moment. Donc c'est une équipe qui reste quand même sur l'espèce de montagne russe. On le voit bien sur l'infographie ici, depuis les résultats depuis 2021. Il y a eu 14 buts encaissés et c'est défaite, victoire, nulle, défaite, victoire, nulle, et puis 2 défaites consécutives sur les 2 derniers matchs. Aucune clean sheet en 2021. Et ça, c'est un peu problématique parce que pour rester dans le haut, il faut quand même faire des performances défensives importantes. Et donc, je voulais montrer par rapport à leur modèle que sur l'infographie suivante, qu'ils encaissent énormément de buts dans le passage par les flancs. Dans les équipes du top 10, ce sont vraiment les plus mauvais dans ce domaine. Par contre, l'axe est vraiment bien protégé. Alors, quand on sait que Liverpool aime bien procéder par les flancs et être dangereux de cette manière-là, c'est un des points à regarder pendant ce match et voir comment est-ce qu'ils vont résoudre ce problème si Liverpool décide réellement de frapper par les flancs. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a souvent vu des défenseurs plutôt centraux de formation occuper les flancs défensifs à Everton cette saison avec Holgate, avec Godfrey, qui ont souvent dépanné parce que Coleman d'un côté et Digne de l'autre était blessé. Est-ce que c'est une des explications, Frédéric? Au début de saison, rappelez-vous, Everton, si tout le monde était impressionné, tout le monde avait dit les transferts absolument fabuleux. Je trouve que le phénomène James Rodriguez retombe un peu. D'ailleurs, ils sont qualifiés contre Tottenham sans lui, je veux dire. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. Calvert-Lewin s'est blessé également, donc ça fait énormément pour une équipe en quête de stabilité. Donc, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre dans ce derby, d'un côté comme de l'autre. Mais Everton, je suis un peu déçu et en même temps, je comprends tout à fait puisque tout le monde est comme eux, c'est-à-dire on n'arrive pas à enchaîner 3, 4, 5 victoires de suite. Parce qu'elle dépend aussi sans doute de ses stars, entre guillemets. Quand Rames est un petit peu moins bon ou blessé, ça va moins bien. Quand Calvert-Lewin n'est pas là, on marque moins. Mais il y a Alan aussi qui est indisponible. Il y a eu Digne à un moment sur le côté gauche. Donc Jean-François, c'est une équipe qui dépend aussi de ses joueurs principaux. Comme beaucoup d'équipes, il n'y a pas, bien évidemment. Alors, pas toutes. Non, mais enfin, il y a James. James est un joueur, je trouve, très symbolique pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une instabilité chez le joueur qui fait qu'une fois, c'est exceptionnel, une fois, c'est nettement moins bon. Moi, je viendrais simplement peut-être rajouter un élément sans rentrer trop dans l'aspect technique, discussion trop, etc. Mais Ancelotti, entraîneur italien, culture italienne du football, on a souvent, sur notamment le travail des flancs et des latéraux, on a, comment je vais dire ça, une culture italienne qui fait que les défenseurs centraux défendent l'axe, ne vont pas faire des couvertures, etc. Donc, enfin, voilà. Et donc, moi, je suis pas très surpris que l'équipe puisse être un peu plus friable dans ce domaine-là. Maintenant, je regardais les noms tout à l'heure. C'est une bonne équipe. C'est pas pour autant une grande équipe non plus. Il y a de bons joueurs. Il y a Calvert-Lewin qui, à un moment donné, les a fait planer pendant tout le début de saison. Ici, les retrouver à cette position-là ne me semble pas, moi, complètement étonnant, quoi. Voilà, c'est en proportion avec la qualité du groupe. Je dirais jouer pour un ticket européen, a priori plus l'Europa League que la Champions League. J'ajouterais un truc, Serge, mais je crois que Everton a montré, face à Fulham notamment, que cette saison, jouer 120 minutes et rejouer 2 ou 3 jours plus tard, c'est impossible. Ils étaient cramés de chez cramés. C'était contre Tottenham qui a été ridicule contre Manchester City. Ils étaient cramés de chez cramés. Donc, je pense, c'est une petite parenthèse, mais déjà jouer tous les 3 jours dans ces circonstances, mais en plus 120 minutes, c'est absolument impossible d'enchaîner avec une performance valable juste après. Christian, le dernier mot peut-être sur cette rencontre. Deux choses. Une chose par rapport à ce que disait Jean-François, c'est vrai qu'en fait, quand on décide de jouer par le passage par les flancs offensivement, et c'est le cas puisque Everton, à l'instar de West Ham, ils ont à peu près les mêmes stats offensives. Ce sont les 2 équipes qui marquent le plus sur centre. Ils ont déjà marqué 15 fois. Donc, sortir sur les flancs, il faut pouvoir compenser. Peut-être qu'ils ne savent pas le faire défensivement. Et la deuxième chose, c'est que quand je regarde pour l'ensemble de la saison les résultats d'Everton, on voit en fait que ça se passe en 4 blocs. D'abord, il y a
4 victoires, puis après il y a 4 matchs sans victoire, puis après il y a un petit peu alterné, de nouveau 4 victoires consécutives avec Chelsea, Leicester, Arsenal et Sheffield, qui était extraordinaire, puis ils sont de nouveau dans une période où ça va moins bien, et donc en fait ils ont su juste compenser donc cette période avec Chelsea, Leicester, Arsenal et Sheffield, le fait que Calvert-Lewin ne marquait pas, mais Sigurdsson a marqué beaucoup, Richarlison a marqué aussi pendant cette période-là. D'ailleurs, on avait fait une infographie là-dessus pour montrer qu'ils compensaient la manque d'efficacité de leur attaquant. Maintenant, ils sont de nouveau dans une période difficile. Maintenant, il est tout à fait possible qu'ils peuvent faire un bloc de 4-5 matchs et être de nouveau… c'est très, comme on l'a dit, c'est très montagne russe et c'est très, très bizarre. Ces différents blocs, à l'instar d'Aston Villa aussi, hein, toujours par bloc de 4-5 matchs où ça va, puis 4-5 matchs où ça ne va pas. Ouais, c'est un petit peu la thématique de cette saison. Donc, c'est un match important pour une qualification européenne. Liverpool qui veut évidemment retrouver le top 4. Mais c'est un derby, le derby de la Mersey. Et c'est vrai que dans ces matchs-là, on ne fait même plus attention au classement. C'est aussi la fierté, l'orgueil de gagner dans cette ville de Liverpool. Rendez-vous donc samedi à 18h30 pour cette première affiche du week-end. La seconde aura lieu dimanche, coup d'envoi 17h30 pour Arsenal qui reçoit Manchester City. On va parler évidemment des Citizens et de leur parcours incroyable d'ici quelques instants, mais on commence avec les Gunners, toujours calés, messieurs, à la 10e place. 34 points, on avait pensé un moment avec une série de 3-4 victoires, ça allait aller beaucoup mieux et qu'Arsenal pouvait lutter pour une place européenne. On voit de nouveau que ça a été un peu compliqué, même s'il reste sur une victoire, 4-2 face à Leeds. Mais il y a une bonne nouvelle quand même du côté des Gunners, c'est le retour au premier plan de Pierre-Emerick Aubameyang. Quand ton buteur remarque, forcément, tu vas mieux. Voilà, c'est tout. Comme disait Jean-François, toutes les équipes du monde sont quand même dépendantes de leurs meilleurs joueurs, surtout si leurs meilleurs joueurs sont des buteurs. Donc voilà, on pouvait s'attendre à ce que ça revienne. Je sais pas, moi je pense qu'il y a eu des petits trucs dans le vestiaire. C'est ce qu'on disait un peu en coulisses, les gens qui suivaient le club, qu'il y a eu de la bisbrouille dans le vestiaire, notamment à cause de son comportement à lui. Donc c'est jamais très bon pour une équipe. Cela dit, j'ai bien regardé le classement que vous nous avez envoyé là, les 10 dernières journées, et on se rend compte, c'est complètement fou, mais ils sont 3e. Donc, on n'arrête pas de dire qu'Arsenal n'y arrive pas, que c'est des hauts et des bas. Et ben, ils sont 3e sur les 10 derniers matchs. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Mais c'est le classement sur les 24 journées, les 24 premières qui comptent. Et là, ils sont 10e, donc encore très loin des places européennes. Ah non, mais c'est une saison, pas foutue, mais parce que c'est une saison qui défie toutes les logiques. Mais quoi qu'il arrive, je veux dire, on peut pas, c'est pas fiable. Voilà, Arsenal, j'ai l'impression que quand vous voyez les cartes rouges, depuis qu'Arteta est là, c'est l'équipe qui en a le plus, ça n'arrête pas de tomber. Bon, c'est vrai qu'ils ont 2 spécialistes avec Louise et Xhaka, mais bon, quand même, voilà. Voilà, pour moi, le symbole, je reviens encore avec ça, c'est de se refaire signer David Luiz et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, bon, on revient quand même sur Aubameyang. Il a réussi un triplé face à Leeds. Il a marqué son 200e but en championnat depuis 2009. Il avait commencé à Lille en 2009, donc il fait partie d'un cercle très fermé. Il y a 9 joueurs seulement ont marqué 200 buts depuis cette période-là. Et on va voir son bilan de cette saison, Christian. Bon, il a un peu moins marqué que les saisons précédentes, mais on voit que ça reste un joueur, évidemment, qui peut être dangereux de beaucoup d'endroits du terrain. Donc, il est quand même à 8 buts. Enfin, il y en a 3 qui étaient contre lui. La seule chose qui est un peu dérangeante, c'est que sur l'ensemble de ces buts, il y a juste un match contre une équipe du top 6 avec la victoire 0-1 à Manchester United. Et c'était sur penalty. Également comme le penalty qu'il a marqué contre Leeds. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand même cette faculté d'avoir beaucoup d'options avec lui. On voit qu'il y a des passes qui viennent de très loin, comme contre Newcastle. Il y a des passages par l'axe, comme contre Leeds dans le jeu rapide. Il y a des ballons qui viennent sur les flancs, sur des combinaisons de passes, Southampton et Fulham. Et puis, il y a des centres. Et aussi, il est capable de marquer sur penalty. Ça manque un peu de phases arrêtées sans penalty. Au niveau du nombre, c'est peut-être pas assez. Et peut-être qu'il faudrait quand même marquer plus de buts dans des matchs importants contre des équipes du top 6. Parce que, il faut quand même savoir, à l'instar de Manchester United et Liverpool, qui a profité du jeu de Leipzig, marquer 3 buts contre Leeds,
Philippe est dans la semaine où ça va dans tous les sens. C'est aussi, enfin, il y a quand même beaucoup plus d'espace et il y a quand même beaucoup plus de possibilités que de jouer contre une équipe qui encaisse très peu. Donc là aussi, il faut garder un peu de distance par rapport aux performances. Mais si ça lui donne confiance et qu'il peut terminer en boulet de canon pour la fin de la saison, bah, ça peut être très intéressant dans ses performances. Bon, en tout cas, Arsenal a déjà été battu 2 fois par City cette saison. 1-0 à City lors du match aller en championnat. 1-4, c'était en Coupe de la Ligue au mois de décembre. Par contre, si on prend la demi-finale de Cup de la saison dernière, à Wembley, Arsenal avait gagné 2-0 dans un match dominé, comme souvent, au niveau de la possession et des tirs au but par Manchester City. Mais c'est Aubameyang qui avait marqué les 2 buts. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Parce que Arsenal avait fait le gros dos pendant tout le match, avec notamment David Luiz, on en parlait il y a quelques instants, qui avait fait peut-être le match de sa vie. Et ils avaient marqué sur des reconversions pour faire le 2-0. Est-ce que, pour vous, c'est peut-être le seul scénario possible et imaginable pour que Arsenal puisse l'emporter dimanche? C'est évidemment presque une nécessité de bien défendre contre City. Donc ça, c'est forcément… Maintenant, par rapport au match et par rapport au fait… Donc Aubameyang, ce replacement dans l'axe, ça, c'est juste sur le dernier match. Hein. Avant ça, il était toujours décalé sur le côté gauche. Ceci dit, même en jouant là, il peut partir du côté gauche. On l'a vu faire un passement de jambe et marquer Oui, un oui, but à la d'accord, mais Aubameyang. dans l'esprit, c'est pas la même chose, malgré tout. Je regardais un peu ses statistiques. Bon, c'est un gars, voilà, 10 buts par saison et avec des pics pour certaines saisons où il marque beaucoup plus. Donc, le fait que ce soit un Ah, buteur, tout le monde le sait. sur les 5 dernières, c'est au moins 20 buts. 20 buts en Voilà, ouais, championnat donc, sur les 5 dernières saisons. ce qui est étonnant aujourd'hui dans le football, c'est qu'en fait, on regarde le classement et il y a le premier qui est City, où tout le monde s'accorde à dire ils sont au-dessus, ils sont sur une autre planète footballistique pour le moment. Et puis en dessous, déjà dès le deuxième, on trouve déjà des raisons de dire ah ça ne va pas, et le troisième ah ça ne va pas non plus. Et donc du coup, forcément, on peut pas avoir 10 champions la même saison. Donc il y a des difficultés dans ces équipes-là. Et malgré tout, Arsenal est une équipe qui est encore en construction et le processus, je dirais, Dixième, Jean-François. oui, oui, C'est pas d'accord. une place digne d'un club comme C'est Arsenal. pas 10e sur les 10 derniers matchs, Non, mais troisième sur les et 10 derniers huitième la matchs. saison dernière. Oui, oui, mais on va voir la progression. Ce sera à la fin de l'année. D'accord, c'est quand le bal est fini qu'on paye les musiciens. Donc, on verra quand c'est fini. Ils seront quantième et on pourra dire s'ils ont progressé. Je crois cette équipe capable, même contre City, de créer un exploit parce qu'il y a de la qualité quand même. C'est vrai que tout le monde doit jouer au top de son niveau, mais malgré tout, on a quand même 2 entraîneurs qui, pour le coup, auront dans un match comme celui-là, sans doute à cœur de montrer. Enfin, Il y a le maître et son élève. il y a le maître et son élève, et pour l'instant, le maître est largement au-dessus. Le maître a d'autres moyens aussi, hein, à revenir quand même sur les moyens qu'on met à la disposition du maître chaque saison. Un PP à 80 millions de livres ou d'euros, c'est quand même des moyens aussi. Hein. C'est quand On peut même pas dire qu'Arsenal ne dépense pas. tout à fait, tout à fait. Non, non, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais après, si suffisait de dépenser 80 millions, ce serait facile. C'est malheureusement pas si simple. Ceci dit, il y a eu dans ce club depuis le départ de Wenger toute une série de soubresauts, de difficultés, etc. Et tant qu'ils ne seront pas confortablement installés à la première place, on leur trouvera toujours quelque chose qui forcément ne va pas. Pour l'instant, 10 derniers matchs, ils sont troisième, ils sont dans la progression. Il y a eu 2 couacs importants contre Wolverhampton et Aston Villa, où on se dit, ben oui, voilà, c'est une équipe qui n'est pas encore stable. Et à titre personnel, si vous me demandez mon avis, je pense qu'elle n'est pas encore stable parce que voilà, alors on aime ou on n'aime pas certains profils de joueurs, mais je pense qu'il y a en effet des profils de joueurs qui eux-mêmes ne sont pas stables. Alors selon le fait qu'ils soient dans un bon jour ou dans un mauvais jour, le résultat final sera très différent. Et vous voyez à peu près de qui je veux parler. Et on va se rendre compte sûrement aussi qu'un entraîneur peut connaître parfaitement l'autre entraîneur, peut savoir tous ses secrets, savoir comment il va jouer, que ça n'empêchera sûrement pas d'être battu, mais c'est vrai qu'on peut peut-être s'attendre à une surprise. Cela dit, n'oublions pas Arsenal aura un jour de moins de récupération. Cette émission est enregistrée avant le match Benfica-Arsenal. Voilà, donc ils auront un jour de moins de récupération. Et moi, j'ajouterais que ce qui m'horrifie, enfin, ce qui me fait peur, c'est que City a été gagné 1-3 Everton sans Gundogan. Donc, ça devient désespérant, quoi. Ils sont imbattables, pratiquement. Vous avez vu, il y a Mahrez qui n'avait pas joué dans le dernier match et qui là prend la place de Gundogan, ou en tout cas numériquement, et fait la différence. Donc, c'est une équipe qui a énormément de ressources. On en parle dans quelques instants, évidemment. On va peut-être lancer le chapitre Manchester City en rappelant quand même les chiffres.
17 victoires d'affilée. Et on parle évidemment aussi, on inclut la victoire du côté d'Everton. C'est 12 victoires en Première Ligue maintenant d'affilée. 3 buts encaissés en Première Ligue sur l'année 2021. Et puis un chiffre quand même, ou puis une statistique assez énorme, c'est que Manchester City n'a plus été mené à la marque depuis le 21 novembre, c'est-à-dire leur dernière défaite, c'était en déplacement à Tottenham. Donc ça fait 22 matchs, donc 15 de Première Ligue, où ils n'ont plus été menés à la marque. Exceptionnel, voilà, ça c'est ma réaction. Non, dynamique absolument exceptionnelle. Et puis surtout, je trouve par rapport à un football qui se veut quand même un football de possession, qui se veut quand même un football, je dirais, où on pense à la beauté du spectacle, etc., mais d'une redoutable efficacité, c'est-à-dire que quand ça part en vitesse, c'est exceptionnel. C'est ça surtout, c'est individuellement et collectivement, je reviens toujours, le football aujourd'hui, certainement comme il est, et encore on a des exemples cette semaine, par exemple en Ligue des Champions, où on a vu des affrontements, je dirais, de très haut niveau, mais ce qui fait la différence, à peu près toujours aujourd'hui, c'est la vitesse individuelle et collective. Et ça, vraiment, je pense que du côté de City, il y a quelque chose qui est phénoménal. Il y a des déclencheurs. Alors, c'est vrai que il n'y a pas Gundogan, mais il y a Mahrez, je trouve Foden qui pour l'instant est capable sur des actions individuelles d'accélérer le jeu. Voilà, pour moi cette équipe fait la différence par rapport aux autres, comme faisait Liverpool l'année dernière, sur cette capacité de vitesse où ils sont plus forts que les autres. Ils sont plus forts que les autres. Il n'y a rien à faire. Et on associe à ça la solidité défensive, évidemment, sur laquelle ils ont tant planché et cherché ces dernières années. Et là, ils y sont. Et donc, ça donne un cocktail pour l'instant qui marche, qui fonctionne. Et les bonnes nouvelles ne venant pas seules du côté de City, Kevin De Bruyne a rejoué à Everton. Il a joué 10 minutes, donc c'est une bonne nouvelle. Avec un Agüero aussi qui a été sur le banc maintenant pendant 2 matchs et qu'on verra certainement dans les prochaines rencontres. Donc City, on arrive à la période la plus importante de la saison, fin février, début mars, avec la Ligue des Champions qui va reprendre aussi. Ils vont récupérer tout le monde, donc City va être encore plus fort. Pas forcément, il y a une bonne dynamique qui s'est créée. Je pense que c'est pas une question de joueurs. City a prouvé que cette saison, c'est pas une question de nom, de joueurs et de passé, quoi. Agüero n'a pas marqué cette saison, ils sont en tête. De Bruyne, depuis qu'il est blessé, il tourne à 3 buts par match inscrits. Donc, il y en a d'autres qui se révèlent. Je pense que City, c'est une question d'espace, d'occupation d'espace et de création d'espace. Et comme ça gagne tout le temps, ça se fatigue moins, ça court moins que les autres. Et voilà, c'est une mise en place, c'est une toile d'araignée faite d'un premier rideau dont le plus grand mesure 1,72 m, je crois. Donc, voilà, c'est la preuve que le physique, ce n'est pas que de l'athlétique. Et voilà, il n'y a rien à dire. Est-ce il faudrait essayer de trouver des trucs un peu négatifs sur City? Non, ça devient un peu barbant de tout le temps dire du bien. Allez, on pourrait dire, par exemple, si on veut vraiment chercher la petite bête, c'est sur les pénaltys, qui sont toujours un petit peu compliqués, même si oui, ou sur leur maillot à l'extérieur. Et puis peut-être aussi que ce sont des tricheurs, quoi. Je veux dire, ce club est basé sur de l'escroquerie financière et tout ça. Ils ont probablement sonné le glas mais non, mais c'est vrai, du fair play financier, quoi. Avec l'histoire, ils n'ont pas été condamnés. Le TAS qui dit à l'UEFA, toi, t'as rien à dire pour une question de prescription. Donc voilà. Alors, si on veut vraiment être réaliste, honnête, on peut dire que c'est un club de tricheurs qui a basé tout sur l'argent et l'argent pas toujours propre. Voilà. Ça plombait l'ambiance, non, hein? On peut dire les choses, hein? Tribune libre. Voilà, on est ici pour dire ce qu'on pense. Non, puis il y a aussi la théorie des grands nombres. Si dans le temps, il y a des erreurs, on peut faire double 6 3 fois de suite à un certain moment, mais dans le temps, quand tu as l'argent et que tu peux chaque fois remplacer un élément qui est trop faible à un poste et que tu peux le remplacer par quelqu'un et en utilisant en plus, comme dit Fred, certains moyens qui sont pas très très légaux, ben finalement, au bout du temps, ça devrait être un peu normal que c'est celui qui a le plus d'argent et qui a le plus de possibilités pour remplacer et pour corriger les problèmes qu'il y a. Et finalement, ça émerge et ça devient en fait les meilleurs, quoi. Donc, on ne doit pas trop se réjouir non plus de la bonne forme de Manchester City. J'ai bien compris le message. En tout cas, si. Sportivement aussi, mais il y en a d'autres qui trichent. Hein. On ne va quand même pas tout leur mettre sur le dos, mais n'oublions quand même pas les faits.
On veut des noms pour la prochaine émission, Frédéric. Bon, ben, je vous propose de terminer ce dernier numéro de VooZoom ici avec le rappel quand même des deux affiches. Liverpool-Everton, le grand derby de la Mersey, samedi à 18h30. Arsenal-Manchester City, dimanche à 17h30. Messieurs, on vous retrouvera notamment aux commentaires. Et Christian, on vous retrouve aussi, bien sûr, la semaine prochaine avec un regard proposé par Vision du jeu. Merci en tout cas de votre fidélité. On vous souhaite un très, très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.